La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Salut mes petits voyageurs sportifs, bienvenue dans cet épisode 6 du podcast Les Visiteurs, propulsé par billet.ca. Merci d'être avec nous autres. On s'en va à Vancouver cette semaine, une autre ville canadienne dans nos destinations. Toronto s'en vient plus tard dans la saison, ça risque d'être très intéressant, ça aussi, j'ai hâte de vous faire le compte-rendu de ça. Vancouver, j'étais très intrigué d'aller voir du hockey là-bas, d'aller voir les Canucks, le Rogers Arena. Ben oui, un autre building qui s'appelle Rogers, il y en a dessus. C'est ça qui arrive quand on commandite et qu'on est une très, très grosse compagnie médiatique. Et dans cette émission, on aura pour vous une des légendes, un gars qui a été très, très significatif dans l'histoire des Canucks. Et c'est Alex Burrows qui s'en vient un petit peu plus tard, qui est maintenant entraîneur adjoint avec les Canadiens de Montréal, comme vous le savez très bien, et qui a passé la grosse majorité de sa carrière à Vancouver. Donc, très hâte d'avoir ses propos sur ses meilleurs souvenirs et également d'avoir Vancouver en tant que sa ville. T'sais, quel est l'accueil là-bas, les partisans habituellement, et vous donner mes impressions aussi. Et par la suite, mon ami Sébastien Goulet, qui est descripteur, je vais dire descripteur multisport, fait du hockey, du tennis, du baseball, fait à peu près tout ce qu'il y a à TVA Sport qui s'en vient parce que Sébastien était sur place, bien sûr, en 2010 pour les Olympiques de Vancouver. Puis je pense que d'avoir un aréna olympique, c'est quand même un big deal dans cette première saison des Visiteurs. Alors, on va vous présenter ça tout de suite après l'entretien avec Alex Burrows. Pour l'instant, Vancouver, moi, c'est une ville que j'adore. Je sais qu'il y a une mauvaise réputation, un peu, présentement, notamment avec les problèmes de drogue et d'itinérance qu'on voit un petit peu partout dans la ville. Mais moi, lors de mes 2 visites à Vancouver, et très, très récemment, lorsque je suis allé pour faire cet épisode des Visiteurs, j'ai pas vu tant que ça. Ce problème-là. Puis ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous qui voulez voyager parce que je suis resté très, très près de l'aréna et que vous voulez voyager pour du football ou du hockey parce que le BC Place est juste en face du Rogers Arena. Donc, on est très, très près également d'un coin qu'on appelle Gastown. Si vous connaissez un peu, vous pouvez trouver des excellents restaurants, des très, très bons cafés aussi. Vous savez que je suis un amateur de café. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur café au Canada qu'on peut trouver là-bas. C'est-à-dire endroit qui servent le café et non pas le meilleur torréfacteur de café. Ça s'appelle Revolver Coffee. Vous pouvez trouver parmi les meilleurs torréfacteurs au monde. Si vous voulez payer 30$ pour une tasse de café, parce que oui, ça existe, vous pouvez avoir ça là-bas chez Revolver. Ils font très, très bien les choses. Ils encouragent les torréfacteurs montréalais aussi. Alors, je vous le suggère. Revolver Coffee, c'est mon premier petit clin d'œil que je vous fais dans cet épisode. Et bien sûr, on va faire cette évaluation du Rogers Arena en 5 temps, comme à l'habitude. Puis on verra où est-ce que ça va se classer dans notre classement. On vous rappelle que c'est présentement le Bridgestone Arena qui est l'aréna la mieux cotée. Et je vous le dis, malheureusement, j'avais hâte d'y aller, mais le Rogers Arena ne sera pas bien haut dans nos évaluations. On est loin du Bridgestone. Et voilà, il faut dire... J'essaie de garder une objectivité dans ce que je vous donne, mais ça ne s'est pas très bien passé comme voyage là-bas. D'abord parce que les Canucks, je vous parle souvent des organisations qui ont été super accueillantes avec nous. Les Kings, ça a été le cas. Les Ducks, ça a été le cas. Les Preds, ça a été le cas. Les Twins, le Wild, tout le monde. Les Oilers, bien sûr. Mais les Canucks ont comme refusé qu'on y aille. Pour une raison obscure comme quoi l'aire médiatique, le fameux press box, était trop petit pour accueillir des médias qui n'étaient pas sur le beat ou quoi que ce soit. C'était un match contre les Kings. Mes Kings, d'ailleurs, les Kings avaient accepté que j'aille dans le vestiaire, que je puisse aller les voir puis que je discute avec certains joueurs. Tu sais, suite au premier épisode des Visiteurs qu'on a fait, ça aurait été intéressant de faire un suivi là-dessus. Mais malheureusement, les Canucks ont refusé. Peut-être que c'est en lien aussi un peu avec le design de l'aréna. On a fait pas mal de rénovations depuis l'ouverture en 1995. D'ailleurs, l'aréna a été construite pour 160 millions de dollars canadiens. Oui, on a réinvesti dedans par la suite,
mais 160 millions de dollars canadiens en 1995. Imaginez-vous le placement, et c'est 100% du privé. Là. Il n'y a pas eu de partenariat public-privé, il n'y a pas eu de subvention ou quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, ben, si vous voyez des photos extérieures de l'aréna, et Alex Burrows va nous en jaser aussi, mais il y a des bureaux, il y a des condos, il y a des tours qui ont poussé partout autour. Ben là, vous allez me dire que ça ressemble un petit peu au Centre Bell. Oui, je ne suis pas le plus grand fan du Centre Bell qu'il y a, mais le Centre Bell est beaucoup mieux que le Rogers Arena. On a quand même l'impression qu'on est dans un building pas pire neuf, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, à Vancouver. Je m'en allais où avec ça? Ah oui, c'est ça. Peut-être que de faire des rénovations et d'agrandir le press box pour accueillir des médias qui sont là pour parler de ton équipe serait peut-être apprécié, gang. Hein? Je dis ça de même. En 5 temps, j'ai dit l'évaluation. Commençons tout de suite avec l'emplacement. Et ça va être la note la plus haute qu'on va donner au Rogers Arena avant de passer à Alex Burrows. L'emplacement, c'est un gros 5 sur 5. C'est hyper facile. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai resté au Georgian Court Hotel. D'ailleurs, ils ont plusieurs photos d'athlètes de plusieurs équipes et de plusieurs sports. C'est vraiment intéressant. Des photos qui sont signées sur les murs de l'hôtel et de ma chambre d'hôtel. Vous allez me dire que je suis quand même assez chanceux. Ça fait comme 2-3 fois que je vous dis ça depuis le début de la saison. Mais on voit le BC Place directement. C'est de l'autre bord de la rue. Donc, si jamais il y a un match des Lions de la Colombie-Britannique ou même des Canucks, je vous le dis, sortir de l'aréna à ma chambre d'hôtel, 7 minutes de marche. Donc, le Georgian Court, bien, il y en a plusieurs qui sont autour, qui sont très, très près de l'aréna également. Vous avez 2 stations de métro qui sont là il y en a une sur Abbott Street qui est très, très proche aussi. Je vous donne ça. Abbott et Expo Boulevard. Puis, tu en as un autre qui est le Pat Quinn et Expo Boulevard, exactement, qui est là aussi. Non, pardon, c'est Pat Quinn et Pacific Boulevard. Voilà. Donc, pardon pour cette petite écartade que j'ai faite. Donc, 2 stations de métro, très, très proches, accessibles. Le stationnement est super facile. Il y a un Costco au bord de la rue aussi. Ça, d'ailleurs, c'est un petit truc. Là. Tant qu'à payer pour de la bouffe pas mal plus cher, et j'ai vu plusieurs fans faire ça, les hot dogs du Costco, on s'entend-tu qu'ils font la job à 2 piastres? C'est combien? 1,50? 2 piastres? 2 piastres, ouais. Pag me confirme. À 2 piastres, le hot dog chez Costco, là, prends-toi-en donc 2-3 avec une petite crème glacée, mange ça, puis traverse à l'aréna de l'autre côté. Je dis ça de même. On peut pas faire ça partout. Ça fait pas augmenter la note de l'aréna, malheureusement, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, très, très, très accessible, que ce soit en voiture, à pied et en transport en commun. Et l'endroit en soi aussi, je vous le dis, c'est directement, ça peut se marcher. Si vous passez une journée dans Gastown, dans le centre-ville, ça se fait hyper, hyper facilement. Alors, ça, c'est un charme s'en aller au Rogers Arena. Puis, il y a plusieurs entrées à plusieurs endroits différents. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal, mais dans plusieurs rues. Alors, c'est très, très accessible. Vous n'avez pas à vous promener pour chercher votre place. Alors, 5 sur 5 pour l'emplacement, encore une fois. Maintenant, le design. Bâti en 1995. Et le design extérieur est un peu vieillot. Peut-être que je n'ai pas la bonne perception, mais moi, ça me fait penser à la place Bonaventure un peu. Je ne peux pas vous donner une grosse note d'appréciation pour la place Bonaventure. L'intérieur de l'aréna est bien, en somme. On a retravaillé sur les écrans, par exemple, le système de son. On est assis confortablement dans les estrades. Moi, j'étais assis, on voyait très, très bien. D'ailleurs, j'étais assis dans les niveaux inférieurs. Merci à billet.ca, encore une fois, de nous avoir trouvé des bons billets avec très, très peu de temps avant le match. Mais les sièges confortables et l'aréna, on peut y circuler quand même assez bien aussi. C'est bien aéré. J'ai vraiment pas grand-chose à dire sur le design de l'aréna. On fait un bon... ce que j'ai aimé, c'est qu'on fait un bon lien avec les populations autochtones. On sait que c'est un gros marché, c'est très, très important en Colombie-Britannique, notamment cette relation-là qu'on a. On l'a vécu à Edmonton aussi, on l'a vu, mais à Vancouver également. Alors, on va trouver plusieurs, par exemple, sculptures à l'intérieur de l'aréna qui sont en lien avec les Canucks ou qui sont en lien avec cette fameuse baleine
et autres, des pièces d'art qu'on a vues. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis on ajoute également beaucoup les couleurs de l'équipe. Alors, le design, je vais être un petit peu sévère. Je vais y aller avec un 2.8 sur 5 pour l'Arena. Le Rogers Arena, 2.8 sur 5 en termes de design. Puis honnêtement, je vous dis, j'ai pas grand-chose à dire. T'sais, des fois, il y a des buildings qui sont visuellement intéressants de faire le tour. Encore une fois, je vous ramène, ça s'en vient d'ailleurs, l'épisode sur Atlanta, mais je vous ramène le Mercedes-Benz Stadium. Ça a été le cas au Target Field notamment. Le Rogers Place à Edmonton, qui était très, 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 très beau, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et même le building des Jays, le Rogers Center, un autre Rogers, mais le Rogers Arena, honnêtement, ça traîne la patte un peu. Alors, des rénovations ou peut-être même un nouveau building, je pense que ça ferait pas de tort. Ce sont nos 2 premiers pôles. On ira avec l'ambiance, la bouffe et les prix après nos entretiens qu'on va faire avec Alex Burrows et Sébastien Goulet. Mais on y va tout de suite avec Alex et nous, on se reparle tout de suite. Les visiteurs, le podcast. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien. Good. Alex, on en parlait, on a fini par ouvrir les micros. Ça fait déjà une couple de minutes qu'on en parle. Vancouver, pour toi, t'es un joueur excessivement significatif. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de descendre à mon siège, de m'asseoir dans l'aréna, puis tout de suite, je lève la tête, puis je te vois sur le mur d'honneur comme ça. Je t'ai mentionné Vancouver quand on s'est vu. Tout de suite, il y a un sourire qui est venu. Comment t'as apprécié, en fait, de passer la grosse majorité de ta carrière là-bas? Moi, j'ai adoré mon temps à Vancouver. Évidemment, on avait des équipes compétitives, puis on a se donné une chance dans les séries à toutes les années, que évidemment, pour ce côté-là, c'était le fun. Mais pour quelqu'un qui connaissait pas la côte ouest, j'ai vraiment aimé mon expérience parce que je trouve que le rythme de vie est différent que dans l'Est. Il y a un peu le West Coast vibe, que le monde sont plus relax. Je sais pas si c'est les montagnes, l'océan Pacifique ou la culture un peu plus asiatique de l'ouest du Canada. Puis on le voit aussi dans la côte californienne. C'est un peu ce genre de vibe-là où est-ce que les gens prennent soin d'eux, on dirait un petit peu plus capables d'apprécier la vie, un petit peu plus, moins stressés. Une combinaison de tout qui fait en sorte que les gens sont assez relax. Puis moi, ce que j'ai aimé le plus, étant un fan de sport, c'est être capable de te coucher tôt puis savoir tous les scores de tous les sports possibles. Puis il n'y a rien de mieux que commencer le Sunday football de la NFL à 10 h le matin, la fin de semaine, le dimanche. Donc, plein de raisons pourquoi j'ai beaucoup aimé mon expérience à Vancouver. Je réussis jamais à m'habituer à l'horaire. J'étais allé plein de fois sur la côte ouest. Ah oui, c'est vrai, ça commence à 10 h. Puis les restos sont déjà pleins, les bars oui. Aussi. Puis les games de la NHL à 4 h, bien sûr. Là. Exact. T'sais, donc, ça a été quoi comme l'accueil des partisans aussi là-bas? Moi, j'ai vu des partisans très engagés, comme dans bien des endroits, mais on dirait qu'ils sont super passionnés. C'est du monde de party, pas mal aussi. J'ai été quand même surpris de voir les partisans comme ça qui fêtaient un mercredi soir de même. Là. Ah ben, nous, quand je jouais, on avait beaucoup des bonnes foules. Je pense qu'on avait battu un record au-dessus de 400 matchs avec des salles comptes. Évidemment, les partisans c'est un marché de hockey. C'est un marché canadien qui fait en sorte qu'on était la grosse équipe, même s'il y a la CFL puis la MLS qui s'est joint au courant des années. Évidemment, le club de la Ligue nationale, beaucoup de couverture médiatique. Donc, faire en sorte qu'on est assez sollicité, mais c'est des très bons partisans. Ils sont derrière leur équipe, ils encouragent leur équipe. Puis j'ai vraiment aimé comment nos partisans étaient à Vancouver. T'es passé d'un joueur, je l'ai dit, t'étais très significatif pour l'histoire des Canucks, mais t'es passé d'un joueur non repêché à jouer avec les jumeaux Sedin aussi. Pour toi, ça a été quoi, toute cette ascension-là? Puis de jouer avec ces deux-là également, j'imagine que t'as des beaux souvenirs? Ah oui, certainement. Ça a été des années vraiment spéciales. J'ai été compagnon de trio à 2 joueurs extraordinaires qui sont maintenant au Hall of Fame pendant au moins 3-4 saisons. Évidemment, ça a été magique ces années-là avec eux. Commencer un peu plus dans un rôle d'agitateur ou de peste sur une 4e ligne. Puis après quelques années, me retrouver avec eux, c'était quasiment trop beau pour être vrai.
Mais ça a été super, nos années avec eux, puis avec l'équipe aussi, avec plein de bons amis avec qui je me suis fait, des joueurs avec qui j'ai grandi dans la Ligue américaine, que ce soit Ryan Kessler, Kevin Bieksa, puis après ça, d'être capable de faire partie du noyau d'une équipe de la Ligue nationale, c'était assez spécial. Tu dis que tu avais un rôle d'agitateur, tu as joué avec eux, tu faisais partie de ce trio-là. Il y avait une certaine partie de ton rôle qui était aussi un peu des défendre sur la glace. As-tu certains souvenirs comme ça que tu as dû leur venir en aide? On sait que il y a certains joueurs québécois qui leur ont déjà donné des insultes. Ah non, c'est sûr. Il y a des gars comme, évidemment, mes bons amis Max Lapierre et Antoine Roussel. Ils ne gênaient pas pour aller essayer de les déranger ou les sortir de leur match. Puis j'étais obligé de rentrer puis essayer de les défendre le mieux que je pouvais. Mais pour être honnête, ils se mettaient jamais dans le trouble pour rien non plus. Les jumeaux, c'est pas comme s'ils cherchaient le trouble. Mais en même temps, c'est sûr, ça allait arriver à l'occasion d'aller manger quelques coups de poing pour eux, mais ça fait partie de mon rôle, puis j'étais prêt à le faire. Puis le nombre de passes qu'ils m'ont fait pour des buts filet désert, ça valait bien la peine que je les défende de temps en temps. C'est du donnant-donnant. Exact. Alex, parle-nous de tes meilleurs souvenirs au Rogers Arena. T'étais là-bas, je suis certain que tu te fermes les yeux, tu as des souvenirs qui sortent tout de suite de ta carrière là-bas, des moments qui ont été significatifs. Ben oui, en tant que joueur, évidemment, c'est sûr, je parle souvent de matchs de séries éliminatoires, que ce soit contre Chicago ou ce soit le but à Kevin Bieksa, Game 5 en finale de conférence, pour se rendre à la finale de la Coupe Stanley. Des matchs de saison régulière où est-ce que les jumeaux Sedin, me rappelle un des derniers matchs de la saison, match 82, Daniel, il avait fait 3 buts, une passe pour que Henrik gagne le trophée Art Ross puis le trophée Art cette année-là. Que c'est des matchs qui étaient vraiment spéciaux à en faire partie. Mais qu'est-ce que j'ai aimé aussi en tant que spectateur, c'est les matchs de la NBA, que ce soit en début de saison qu'on allait voir souvent, ou évidemment en 2010, les Olympiques à Vancouver, qui est assez spécial, que la ville devienne vraiment une ville piétonne avec, on soit plein de gens de toutes les nationalités au monde. Puis évidemment, d'être capable de voir des matchs d'équipe canadienne de hockey sur glace en 2010, qui était assez spécial de voir l'équipe gagner la médaille d'or. En plus, voir Roberto gagner la médaille d'or en tant que gardien numéro 1. Ça devait être tout un feeling. Nous, on parle encore à Montréal des Olympiques en 76, mais toi, tu étais résident là-bas. C'était ta ville, Vancouver, donc les accueillir, ça devait être quand même assez spécial. C'était malade. C'était vraiment fou comment c'était bien organisé. Puis j'ai vu la progression aussi quand ils ont commencé à bâtir le village olympique juste de l'autre côté de Granville Island, dans English Bay, voir le village olympique se construire, après ça, voir tout ce qui en découlait pour recevoir les Olympiques et évidemment vivre les Olympiques qui était magique, là, que le Yaletown, le centre-ville était vraiment piéton, qu'il y avait des parties à tous les soirs, que ce soit la Russian House, que ce soit les Néerlandais qui organisaient certaines activités ou des parties. Puis c'est dans une atmosphère très festive aussi. Les gens sont là pour encourager leurs athlètes, leur pays. Puis c'est dans une bonne... L'atmosphère est très bonne. Il n'y a pas vraiment de rancune ou de zizanie entre les pays. C'est tout le monde encourage, puis tout le monde est là pour avoir du plaisir. Puis évidemment, d'avoir la chance d'aller à Whistler pour voir les compétitions, que ce soit de bobsleigh, de luge, puis de ski alpin, qui était assez magique aussi à être témoin de ça. J'en ai deux dernières pour toi. La première, la finale de la Coupe Stanley, la fameuse finale contre les Bruins. Ouais. As-tu senti... Moi, je me souviens des panneaux d'autoroute qu'on avait à Montréal puis à Toronto qui nous donnaient le score en direct de la finale au match numéro 7. Toi, de vivre ça, avez-vous senti tout le pays derrière vous autres? C'était comment? Ah oui, je te dirais que oui, on avait beaucoup de support du pays, c'est exact, certainement. C'était le fun. Ça aurait été magique d'être capable de remporter une Coupe Stanley en étant une équipe canadienne. Malheureusement, ça s'est pas donné. C'est plus des mauvais souvenirs, je te dirais. Puis j'avais tellement d'amis puis de la famille. Désolé de te rappeler. Ah, pas de problème. Qui étaient en ville. Puis en plus, après, il y avait eu un peu les meurtres qui avaient été obligés de fermer le centre-ville, que j'avais pas vraiment été témoin de ça, mais je sais que plusieurs de mes amis s'en rappellent encore.
Et finalement, le Rogers Arena, parle-nous de... Appeler cette aréna-là ta maison. On en parlait avant, c'est pas l'aréna la plus récente nécessairement, mais on sent quand même que c'est un building chaleureux, que l'équipe est super. Les partisans, t'en as parlé, on est super fiers de cette équipe-là aussi. Donc toi, as-tu... si je te parle du Rogers Arena, tu y retournerais ou vous allez retourner dans pas long, les Canadiens allaient jouer contre eux autres. As-tu de la nostalgie quand tu penses à ce building-là en particulier? Ben, je l'ai vraiment aimé. Je trouve que quand je suis arrivé, c'était un building normal. Il y avait... Mais je trouve que à travers les années, là, il a grandi parce qu'il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été faites à l'intérieur du building. Avant, c'était les bancs rouges vins. Là, maintenant, c'est les bancs noirs avec le patin, avec le logo du Canucks. Je trouve que maintenant, aussi de l'extérieur, avant, c'était simplement un aréna. Maintenant, il y a comme 3 tours de condo qui est collé après. L'espace joueur qui était correct avant les Olympiques, mais qui s'est vraiment amélioré après parce qu'ils ont bâti le nouveau vestiaire, ils ont agrandi le gymnase, puis en construisant les tours, ils ont été capables d'envoyer les bureaux du management dans les tours, donc ça fait beaucoup plus de place pour les joueurs pour que ce soit l'entraînement ou les salles vidéo et tout. Alex, merci beaucoup de ces quelques minutes. Bonne continuation avec les Canadiens. Et en espérant qu'on ait la chance de se reparler très bientôt. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Puis c'est tout un plaisir de parler de Vancouver. Salut Alex. Merci. Quelle générosité. Puis il rappelle des souvenirs. Vous irez voir, je suis certain que vous connaissez déjà cette anecdote-là de Max Lapierre qui passe devant les 2 jumeaux Sedin. C'est bon d'avoir l'envers de la médaille aussi. Et tout le vibe. Imaginez de pouvoir voir les Olympiques se bâtir. Il n'y a pas grand monde qui peuvent le dire, encore une fois. En fait, oui, dans les années 70, ici au Québec, mais ça fait déjà un petit bout. Là. Moi, ma génération, j'ai pas vu ça du tout. Probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas pu voir non plus se bâtir ça à Montréal. Et de le voir, et surtout de le voir en tant qu'athlète, j'imagine qu'on est capable de l'apprécier d'un autre sens également. Puis on a tous pu sentir ça dans les propos d'Alex Burrows. Parlant des Olympiques de 2010, on va s'en aller tout de suite à notre autre invité de cette émission à Vancouver, qui lui était sur place aussi. Il a vécu toute la frénésie. Il a vécu du hockey là-bas. Et c'est Sébastien Goulet qui s'amène tout de suite. Les Visiteurs, le podcast. Alex a beaucoup parlé des Olympiques. C'était certain qu'il fallait que je t'amène dans cet épisode-là de Vancouver. C'est pas le dernier parce que tu aimes ça te promener aussi puis faire pas mal de stades. Mais je sais que tu as plusieurs souvenirs qui sont très importants des Olympiques à Vancouver. Sébastien Goulet, merci de prendre du temps dans ton horaire tellement chargé. Je suis tellement content que tu sois là. Toujours un plaisir de faire ça pour toi, Greg. C'est super gentil. Ça va bien? Très bien, merci. Merveilleux, merveilleux. Je l'ai dit, les Olympiques de Vancouver. Tu m'en as parlé quand je suis allé là-bas. Tu m'as dit, écoute... Les histoires que tu as de ça, les souvenirs. Mais d'abord, il y a eu du hockey au Rogers Arena. Alex a beaucoup aimé cette aréna-là. Peut-être un peu normal parce qu'il y avait la foule derrière lui. Puis, lui, c'était sa maison, tout le reste. Moi, un petit peu moins. Toi, ton appréciation générale, là, même en 2010, là, c'était quoi de cette aréna-là? Ben, malheureusement, dans les circonstances à Vancouver, c'était difficile pour nous d'avoir un peu de feeling parce que c'était un des premiers endroits dans la Ligue nationale où l'annonceur maison n'était pas au banc des pénalités. On est sur la galerie de presse. Donc, 7e étage et dans un coin. Donc, vraiment, là, en retrait de l'action, on voit toute la patinoire et toute la foule devant nous, mais malheureusement, étant donné qu'on a la rangée de journalistes en avant, et après ça, c'est un mur qui descend jusqu'au gradin. Au niveau du feeling du match, c'était un peu plus compliqué à vivre dans les moments creux. Dans les moments où ça criait, on le sentait, mais pendant les matchs, on sentait peut-être un peu moins l'ambiance de la galerie de presse. Es-tu si petite que ça, leur galerie de presse? Ben, moi, je connais mon histoire. Oui. J'ai été chanceux parce que nous, on était dans les locaux des gens de présentation de match. Fait qu'on avait quand même 2 rangées d'une 15aine de personnes. On avait un peu d'espace pour manœuvrer. Mais les pauvres collègues qui travaillaient, médias écrits, journaux, télé, il a fallu, puis c'est le cas dans tous les Jeux olympiques, qu'on condamne des sections derrière le banc des pénalités pour mettre des rangées de présentateurs télé, parce que sinon, on n'y serait jamais arrivé tellement il n'y a pas de place là-bas. Là.
Donc, es-tu en train de dire que les Canucks avaient raison, qu'elle est beaucoup trop petite, même pour un match de saison régulière, d'accueillir différents médias dans l'aréna? Oh non, c'est clair. Puis je pense qu'ils l'ont vécu en finale de la Coupe Stanley quand ils se sont rendus face à Boston au match numéro 7. Là, je pense qu'il y a des gars qui ont été obligés de travailler dans des tentes dehors tellement qu'il n'y avait pas d'espace. Ben voyons donc. Ouais. Ben ça, à un moment donné, tu dis la finale de la Coupe Stanley, ça fait quand même 13 ans. Là. Toi, les Olympiques, ça en fait 14. Ouais. Tu sais, des rénovations, ça se peut. Je sais pas. Oui, mais tu sais un peu, je t'entendais parler dans celui sur Nashville qu'on avait carrément oublié de bâtir une galerie de presse au Bridgestone Arena. On sent Ben, on a vraiment... remédié à la situation, on a enlevé une section complète, puis Ouais. boum, les journalistes sont là. Malheureusement, le design de l'aréna, tu auras remarqué qu'il n'y a pas d'estrade dans les deux extrémités au Rogers Arena. Ce sont des murs, on a mis des bannières puis tout ça. Je pense que grandir ça de l'intérieur serait compliqué à faire à Vancouver. Peut-être qu'il y a un redesign qui va se faire, mais tu sais, la durée de vie des amphithéâtres maintenant, c'est quoi? 25, 30 ans, ce qui s'appelait le GM Place à l'époque, Ouais. commence à avoir un peu de poil. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir à bâtir carrément un nouvel édifice là-bas. 1995, la date de construction de cette aréna-là, tu sais, on est pas mal rendu là maintenant, mais je trouve que, là, on va rentrer dans tes anecdotes par la suite, tes souvenirs. Je trouve que, malheureusement, elle a mal vieilli. Tu rentres là, le plancher, ça n'a pas l'air propre. Tu sais. Contrairement à, par exemple, le Honda Center Anaheim, qui est encore très de son temps, mais très d'actualité. Je veux dire, à Minnesota, à Saint-Paul, c'est la même chose. Je veux dire, là-bas, même le Centre Bell, qui était bâti dans ces années-là, qui est encore très, très beau. Tu sais, on pense pas que le Centre Bell est désuet. Bon, dans certains endroits, oui, là, notamment au niveau de la circulation, mais sinon, le Centre Bell, il n'y a personne qui va dire hey, écoute, ça va nous prendre une nouvelle aréna parce que ça ne marche pas. Le Crypto.com, c'est la même chose. Donc, tu sais, à mon avis, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a besoin d'un nouveau building, mais à quel point il a été peut-être mal pensé ou mal entretenu. Tu sais. Ben, je pense que, contrairement à ce qu'on a fait, par exemple, à Montréal pour le Centre Bell, on n'a pas bâti cet amphithéâtre-là avec des perspectives de se donner la possibilité de le rénover de l'intérieur. Tu sais, il y a des gros travaux qui se font au Centre Bell présentement. On va carrément déménager le vestiaire des visiteurs. On a ouvert le niveau de la patinoire avec un nouveau restaurant et tout ça. À Vancouver, oubliez ça, là, c'est impossible. Les bureaux de l'organisation sont là. Il y a plein de petits locaux de conférences. Ce serait très, très compliqué de faire une rénovation majeure au niveau du plancher de l'événement, comme on l'appelle, à Vancouver. J'ai tellement hâte de voir ces rénaux-là au Centre Bell. C'est sûr qu'on te ramène pour l'épisode de Montréal. Ça va avoir lieu. C'est notre dernier épisode de la saison cette année pour les visiteurs. C'est sûr, parce que, je dois vous le dire, le plus beau tour que j'ai eu du Centre Bell, c'était avec l'annonceur maison de la place, Sébastien Goulet, qui m'a fait faire le tour au complet, tous les étages, tous les raccoins. J'ai tout vu du Centre Bell. Puis on va faire ça ensemble, c'est sûr et certain, parce que tu en as des très, très beaux souvenirs aussi à Montréal. Parle-nous des Olympiques maintenant. Alex nous a donné une vision qui était très intéressante parce qu'en partant, c'est un athlète qui connaissait des athlètes qui compétitionnaient aussi. Quand il dit Roberto Luongo gagnant la médaille d'or, notamment, qui était son coéquipier à l'époque. Et c'était sa ville également. Donc, il a vu tout ça se bâtir, de voir la ville se transformer. Et toi, tu as fait partie de ces Jeux olympiques-là en tant qu'annonceur maison. À quel point c'était spécial? Parce qu'on doit comprendre, premièrement, c'est qu'on est engagé par le comité organisateur local. Et à Vancouver, il s'est fait de quoi? Qu'il ne s'est pas refait de tous les Jeux olympiques. J'en ai fait 6 jusqu'à présent. On a invité tout le monde 2 mois avant le début des Jeux pour se rencontrer. Et c'était avec assez de faste. Là, on avait loué un chalet à Stanley Park, de tous les endroits, un endroit magnifique, pour que tout le monde puisse se rencontrer. On a eu des ateliers, on est allé visiter le siège social du comité organisateur, le VANOC à l'époque, qui était dans l'ancien poste de police principal de la ville. Et ça m'avait laissé une très, très belle première impression. Et je me rappellerai toujours de la date. J'ai regardé, moi, la cérémonie du centenaire des Canadiens de Vancouver. Oh, wow. On arrivait là cette journée-là, le 4 décembre 2009. On avait un très beau week-end et c'était très prometteur. Mais on est arrivé là, nous, une semaine avant le début des Jeux. Et la ville, on trouvait qu'elle ne vibrait pas tellement. C'est quand même curieux parce que les athlètes canadiens s'en promettaient. Vous vous rappelez à nous le podium puis tout ça. Ouais. Le Canada allait connaître des jeux extraordinaires. Mais c'est vraiment là, le soir de la cérémonie d'ouverture où on a senti que toute la ville de Vancouver était embarquée. Il faisait un temps misérable. Il pleuvait. Rappelez-vous Wayne Gretzky dans la décapotable avec le flambeau qui s'en va partir du stade où une des 4 vases qui n'avait pas levé, celle de Catriona Lemedone, dans la cérémonie d'ouverture, pour aller allumer ça tout près du Centre international de diffusion, qui est le fameux
Canada Place, l'endroit que vous voyez avec les espèces de tentes sur le plafond, là, le centre des congrès. Ça, c'était l'endroit où c'était le Centre international de radiodiffusion. On avait installé une vasque là aussi pour que les gens puissent aller voir la flamme, pour pas que ce soit seulement à l'intérieur du BC Place. Et c'est à partir de la promenade de Gretzky dans la ville. Nous, on mangeait dans un restaurant et il est passé juste à côté de nous. Tout le monde s'est lancé à la sortie pour aller le voir. On s'est dit, OK, ça y est, c'est parti. Et après ça, là, le party en ville. Là. Il y a un endroit principal, je pense que c'est encore ouvert à Vancouver, qui s'appelait le Roxy. C'était le gros bar où tout le monde voulait aller. Il y avait des files de centaines et de centaines de personnes. Et moi, j'avais la joie de travailler avec une jeune recrue dans le monde des communications à qui on a donné sa première chance comme animateur de foule, Marc Denis. Ben voyons donc. Marc Denis travaillait avec Ben nous voyons donc. à ce qui s'appelait Place de Hockey Canada, parce qu'on ne peut pas dire Rogers Arena, c'était pas un commanditaire. Et Marc, avec son statut de joueur de la Ligue nationale, tout fraîchement retraité, est entré partout. Écoute, il nous a amené à un party de la compagnie Roots. Gary Bettman était là. Mais tu sais, nous, on est en arrière. Là. Moi, ça fait mes deuxièmes Jeux olympiques. Je suis annonceur maison remplaçant des Canadiens. Le gars à la porte, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais ici? Toi, Marc, c'est correct, là, mais vous autres, on veut rien savoir. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais j'ai vraiment senti... Hey, là... call Gary! Gary, my man! Donc, puis on est entré pas mal partout où on voulait, mais l'ambiance était vraiment remarquable. Et au fur et à mesure qu'on a eu des succès canadiens, je pense que ça a culminé avec la dernière journée, la médaille d'or au hockey. Médaille d'or, d'ailleurs... Toi, t'étais dans le building. Moi, j'étais l'annonceur maison francophone de ce match-là. J'étais avec mon défunt collègue John Ashbridge, qui était l'annonceur des Canucks à ce moment-là. J'assurais le français, il assurait l'anglais. Et ce qui est curieux, c'est que Michel Lacroix, qui travaille ici à Montréal, m'avait dit, Sébastien, il dit, tu vas faire ton travail, puis tu réaliseras pas ce qui se passe. Et ça m'a frappé parce que Crosby marque le but gagnant en prolongation, le réflexe d'un annonceur, on regarde le tableau indicateur, puis on note le temps. Puis là, on a l'écran qui apparaît avec le but, les mentions d'aide. J'annonce le but. But du Canada, son 6e du tournoi, je pense, marqué par le numéro 87, John Ambach, Team Canada goal, 6th of tournament, scored by number 87, Sidney Crosby, à 12 minutes 40 secondes, à 12 minutes 40 seconds. Et là, on avait 2 scripts. Victoire des États-Unis, cérémonie des médailles. Victoire du Canada, cérémonie des médailles. On prend victoire des États-Unis, je le sers dans mes choses, je l'ai encore à la maison d'ailleurs. Ah, c'est ça, je te connais, je savais que tu avais gardé le papier, c'est sûr et certain. Et là, on enchaîne. On avait fait des répétitions 5 ou 6 fois pour les cérémonies de remise de médailles. Je présente René Fazel, je présente Jacques Rogge. On s'assure que la liste des 3 équipes, la Finlande, les États-Unis et le Canada, les noms, les joueurs sont dans le bon ordre. On fait la cérémonie, ça se termine. Et tout le monde, beau travail. Et là, je descends, on finit nos choses. Je vais te faire une confidence. Je suis passé par... On est juste nous deux. Ouais, le vestiaire du Canada, qui était le vestiaire des Canucks, après le match. Et là, je regarde. Il y a une belle affiche. Vestiaire des athlètes, Athlete Locker Room, numéro 1, CAN, Canada. Je me suis dit, il n'y a pas de jeux paralympiques ici. Les Canucks reprenaient possession de l'édifice le lendemain. J'ai pris l'affiche, je l'ai mis dans mon sac, elle est dans mon bureau chez nous. J'ai l'affiche du vestiaire canadien de Vancouver et de Sochi au bureau à la maison. Et là, on se parle, on se dit, OK, on va finir, nous, on a un petit get-together après la cérémonie de fermeture dans un restaurant. Puis le lendemain matin, le lundi, tout le monde, ça va chacun de son côté. Et là, je sors de l'aréna. Puis tu l'as mentionné en amorce, on est sous une autoroute en face d'un Costco. J'ouvre la porte de service à côté de notre bureau pour sortir. Et là, il y a un vacarme. Des cris, des klaxons. Je dis, coudonc, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. On a gagné la médaille d'or au hockey. En prolongation. En prolongation. Et écoute, moi, je prenais le SkyTrain pour retourner vers le centre-ville où était mon condo. Et les gens chahutaient, brassaient le train carrément. Puis là, j'ai comme fait... Michel avait raison. J'ai fait partie de quelque chose de très spécial, mais moi, ça m'a frappé en ouvrant la porte vers l'extérieur. Hey, c'est vrai qu'on a gagné la médaille d'or. C'est extraordinaire. Je ne l'ai pas réalisé avant ce moment-là. Comment tu te sens? Bon, ça m'arrive aussi de décrire des événements comme ça en direct, là, qui sont beaucoup moins importants qu'une médaille d'or aux Olympiques. Mais comment tu te sens après tout ce temps-là quand on reparle de ce qui est facilement un top 3 moment olympique de l'histoire du Canada? En tout cas, à mon sens, à moi, puis de bien du monde aussi. Là. De l'avoir décrit, tu dois avoir une certaine fierté.
mais de ne pas l'avoir vécu comme nous tous. Je me rappelle exactement où j'étais quand Crosby s'amène le lancer entre les jambières de Ryan Miller. Et je me souviens, j'étais avec des amis, on était en lendemain de veille, pas possible. Tout le monde dans le divan qui était un peu comme endormi. Et là, ça arrive. Et là, tout le monde se lève, on se serre dans... C'est un moment incroyable. Mais de ne pas avoir eu cette émotion-là en direct. C'est drôle parce que même 14 ans plus tard, je m'amuse parfois à regarder des vidéos sur YouTube des réactions partout au Canada au but gagnant de Crosby en 2010. Puis là, tu as des images des gens qui étaient assemblés pas loin de l'aréna. Il y avait une tente, la maison du hockey de Molson qui était là. Il était à peu près 5000. Les gens dans la rue, au centre-ville, qui regardaient ça sur des écrans géants. Et tout le monde qui s'est filmé dans ces maisons, puis dans les restaurants partout au Canada. Et ça me donne les frissons en me disant, c'est incroyable. J'étais là, c'est grandiose ce qu'on a vécu. Il n'y a pas grand-chose que je pourrais faire dans ma vie qui va pouvoir être plus gros que ce moment-là. Moi, à mes yeux, j'ai fait 2 choses dans ma vie. Là. J'ai annoncé le but de Crosby en prolongation à Vancouver, puis j'ai décrit un match des Canadiens à Tampa en 2022 en remplacement quand Félix a eu la COVID. Ouais, ça, c'est vraiment à égalité à mes yeux dans ce que j'ai fait de plus important dans ma carrière, dans mes moments les plus précieux. Là. Ce sont ces 2-là que je chéris le plus. Mais je pense qu'au niveau de l'impact global, le but de Crosby, les gens parlaient de Paul Anderson pendant tellement d'années dans la série du siècle. À mes yeux, là, ça s'équivaut pas mal. Écoute, tu l'as décrit. Moi, j'ai des frissons de savoir que tu as fait ça, mais en même temps, justement, de ne pas avoir eu cette émotion-là, d'avoir ton professionnalisme irréprochable, de dire, OK, on a un travail à faire, on n'est pas là pour... no cheering on the press box, de toute façon, même si c'est un moment qui est très, très spécial. Je me demandais s'il y avait ce petit regret-là de ton côté fan de sport qui se dit, mon Dieu Seigneur... Je pense pas, parce que j'ai fait mon travail. Puis rappelez-vous, c'était 2-1 pour le Canada tard dans le match. Les États-Unis avaient créé l'égalité. Il restait 1 minute et demie ou 1 minute à jouer. Mon producteur à Vancouver, Matt Coy, était américain. Matt est maintenant président de tout ce qui est Game Presentation à Madison Square Garden à New York. OK. Et Matt était le responsable de la sirène de but. C'est lui qui appuyait sur le bouton, que ça fasse point. Et c'est curieux, quand le Canada marquait, ça durait 1 ou 2 secondes de moins que les États-Unis dans ce match-là. Ah bon? Alors, le but égalisateur, là, il l'a beurré, là, la sirène. Là. Et il me l'a dit, il disait, was that too long? Est-ce que c'était trop long comme sirène? À 2-2, là, lui, il y croyait, puis il pensait que la médaille d'or s'en venait. Mais à la fin, on a tout fait ça. Là, c'était à la blague. Là, c'était tout en plaisir. Y en as-tu parlé après le match? J'ai pas osé lui remettre ça sur le nez 14 ans plus tard, parce que je veux qu'il me rengage. C'est ça l'affaire. Non, c'est sûr. 6 Olympiques, tu nous en parles. Comment tu classes les Olympiques de Vancouver, par exemple, dans ces 6 Olympiades-là auxquelles tu as pu... Moi, je rêve juste d'en faire une. Ça va être bien correct. T'es rendu à 6. J'ai rendu. Il va en avoir d'autres, j'en suis certain. J'espère bien. Donc oui, tu mets Vancouver à quel rang à ce moment-là? Ça n'a pas le choix d'être premier, parce que c'est mon pays, parce que ça a été les seuls jeux où le français avait une place équivalente à l'anglais. Partout ailleurs, depuis 2010, justement après les Jeux de Vancouver, le français a été mis de côté seulement pour les cérémonies de remise de médailles. Il n'y a pas d'annonce en compétition. Là, je veux dire, si vous allez assister à de la natation, par exemple, aux Jeux de Paris cet été, Paris, c'est un exemple différent parce que le français est la langue du pays. Là. Ouais. Mais par exemple, à Beijing, on n'annonçait pas les buts en français, en anglais et en mandarin. On faisait ça seulement anglais et mandarin. Okay. Le français n'a servi que lors des cérémonies de remise de médailles lors des Jeux de Beijing en 2022. Le fait de pouvoir être là pour les matchs, ça a été spécial aussi parce que mes enfants sont venus voir le premier match que j'ai fait, le premier match qui était un match féminin, Canada-Slovaquie. Et j'ai été très occupé parce que ça s'était terminé 18-0 pour le Canada. Je pense que les tirs au but, c'était 65-2 ou quelque chose du genre à la fin. Mais d'avoir vécu ce moment-là avec mon épouse, mes enfants, une fois qu'ils ont entendu papa travailler en direct aux Olympiques et pas par le truchement de la télé, là, ça va demeurer numéro 1. Est-ce que... Attends, on se rapporte il y a 14 ans. Cette question-là est totalement pas préparée. Est-ce que c'est ce qui a un peu inspiré ton fils à faire carrière là-dedans? Ben, je pense que suivre papa... Papa, à l'époque, commençait. Là, en 2010, j'étais encore à CKC Sport, descripteur du Junior de Montréal. Ça faisait 2 ans à peine que je travaillais dans les médias après ma carrière de programmeur-analyste. Je pense que ça a semé peut-être quelque chose. Puis de me voir travailler, puis me préparer, puis je l'ai amené quelques fois au Centre Bell faire des événements.
corporatif. Je l'amenais avec moi sur la route quand on faisait des matchs de hockey junior à TVA Sport. Je l'amenais à Drummondville, je l'amenais un peu partout. Il a pu me voir travailler. Je pense que c'est vraiment ça qui lui a donné la piqûre. Écoute, c'est ça. C'est tout un moment qu'on partage là. Ça devait être très, très spécial, parce qu'effectivement, d'avoir... c'est un travail, les médias qu'on fait, mais aussitôt qu'on a quelqu'un de notre famille qui fait pas partie de ce monde-là, qui traverse un peu on va dire le mur du son, puis c'est vraiment ça. Ouais. On dirait que c'est un mur de vivre l'envers du décor puis d'avoir avec nous. Ça ajoute une touche tellement spéciale, je trouve. Puis ça a dû être triplement, quadruplement spécial d'avoir tout le monde avec toi pour les Olympiques comme ça. Assurément. Puis j'ai revécu ce moment-là un peu il y a quelques années quand on m'avait demandé de travailler la classique Kevin Raphaël avec Alexis. Ça a été son premier événement à la télé. Puis notre patron, Louis-Philippe Neveu, m'a dit « Penses-tu que ça lui tenterait de faire l'analyse? » Il dit « C'est 6 heures de TV, puis je trouve pas personne qui veut sortir de son été pour aller faire ça. » Il dit « Demande donc à ton garçon, je pense qu'il serait intéressé à faire ça. » Puis c'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, il y a eu la Force de Montréal, puis là, il est embarqué dans la boucle du hockey de la Ligue nationale, puis tout ça. Donc, non, je suis très fier, puis je suis content qu'il suive les traces de papa. Ça fait toujours un petit velours de voir que tu réussis à transmettre ta passion, pas seulement aux gens quand tu fais de la télé ou de la radio, mais aussi à ta propre famille. À ta propre progéniture. C'est ça, exactement. Avant d'ouvrir les micros, on parlait, il y a le BC Place qui est juste à côté. Oui. Tu as parlé de l'autoroute du Costco, ce qui est un peu plate. Là. L'emplacement est très, très bon parce qu'on est en plein milieu du centre-ville, c'est super accessible. Tu sais, le Costco, moi, j'ai vu beaucoup de fans, j'ai trouvé ça drôle. Là, je l'ai raconté en début d'épisode, mais beaucoup de fans sortir du Costco puis rentrer direct dans l'aréna. Je pense qu'on est allé chercher une coupe d'hot dog à 2$. D'après moi, ils sont bien occupés à en vendre des hot dogs comme ça avant les matchs. Mais le BC Place qui est juste à côté aussi, BC Place qui est majestueux là, comme endroit, qui est vraiment... tu as eu des bons souvenirs là-dedans ou tu as des anecdotes à nous raconter sur le BC Place? 2 choses, en fait 3. Premièrement, on a eu des billets pour assister à la répétition de la cérémonie d'ouverture. Donc, on arrêtait tout ça, on a vu tout le spectacle jusqu'au moment où on allait allumer la flamme. Donc, on n'a pas vu les vasques sortir, mais on a vu le gars faire le snowboard puis glisser d'en haut. Et il faut réaliser que le BC Place étant vraiment à proximité du Rogers Arena, qui était place de hockey du Canada dans les Jeux olympiques. C'est l'autre bord de la rue, là. Ça se marche 1 minute et demie. Ça nous a permis de faire ce qu'on avait fait à Turin et ce qu'on allait refaire à Sochi, c'est-à-dire héberger les athlètes avant qu'ils entrent dans le stade pour la cérémonie d'ouverture. OK. Donc, on a 2000 athlètes habillés dans leur uniforme, classés en ordre alphabétique de pays selon leur présentation, qui vont arriver 3 heures avant le début de la cérémonie d'ouverture et que nous, notre équipe, on doit distraire. Alors, ça a été le cas à Turin, à Vancouver et à Sochi. À Vancouver, Marc Denis était dans les gradins, on avait caméra, micro, on présentait les images sur l'écran central et on allait faire des entrevues. Est-ce que c'est vos premiers jeux? Dans quelle discipline vous êtes? De quoi vous avez le plus hâte cette semaine? Quand est-ce que vous faites de la compétition? Puis là, ce qui est le fun, c'est que les athlètes s'encouragent entre eux. Tu sais, oui, il y a de la rivalité, mais à ce moment-là, avant que les jeux commencent, tout le monde s'aime, tout le monde s'apprécie, tout le monde est beau et content. Oui, mais en fait, c'est pas mal ça. Sauf en compétition. Exact. C'est bien connu, ces anecdotes-là sur les athlètes olympiques. Là. Donc là, nous, ça nous a permis de voir vraiment tout le monde. Moi c'était l'équipe canadienne qui m'intéressait, bien sûr, avec nos athlètes masculins et féminins qui étaient là. Mais tous les athlètes au monde qui étaient aux cérémonies d'ouverture étaient dans cet édifice-là. Et c'est tout un défi de garder l'ambiance puis le moral élevé pendant 2 heures. Et là, tout à coup, on fait l'annonce. OK, on commence. De l'Albanie au Botswana. Je dis des noms comme ça. Levez-vous, mettez-vous en ordre. Et là, on les mène à l'extérieur par la sortie du garage de la Zamboni. Ils ont traversé la rue, ils sont rentrés au BC Place. Et là, c'était le temps du défilé. Donc, nous, les athlètes des pays plus tard, comme, je sais pas moi, le Venezuela ou quoi que ce soit, ben, on leur montrait la cérémonie. Ils voyaient ceux qui étaient dans la bâtisse avec nous il y a de cela 1 heure entrer dans le stade, sachant que leur tour s'en venait. C'est assez particulier comme expérience. Ben, c'est sûr et certain. Wow! Et l'autre, on avait réussi à acheter des billets avec la famille pour le BC Place qui accueillait la cérémonie de remise de médailles à tous les soirs et il y avait un spectacle par la suite. Et le hasard a fait qu'on a réussi à avoir des billets pour la soirée du Québec. Okay. Grégory Charles était là, Marie-Mé avait chanté et c'était le soir, par un hasard extraordinaire, où Alexandre Bilodeau
a gagné sa médaille. Mais On a fait sa quelle descente qu'il avait remise de faite, médaille. C'était incroyable. Alors, on a assisté au moment de la remise de médaille. Wow. Par la suite, le spectacle, ça avait été toute une soirée. Ben, c'est certain. Les émotions. Écoute, les Olympiques s'en viennent, puis j'avais déjà hâte, puis tu viens de me donner encore plus hâte. On est là dans quoi? Ben là, au moment de... Ben, ça s'en vient, donc quoi? 1 mois et demi, quelque chose comme ça, là, ou à peu près. Pour moi, il n'y a rien comme les Olympiques. T'sais. Fait que tu nous racontes ces histoires-là. C'est absolument fabuleux. Je reviens vers le Rogers Arena. Oui. Tu as fait beaucoup d'arénas dans la Ligue nationale. Tu le classes où à peu près, toi? Moi, dans mon classement, on est à l'épisode 6, donc on n'en a pas beaucoup encore de fait. Il y en a une seule qui a été moins bien classée dans mes pôles, puis c'est le Honda Center à Anaheim. Puis c'est parce qu'en termes d'emplacement, tu n'as pas de transport en commun, tu peux pas aller là à pied ou en vélo. Il y a une façon d'y aller, c'est en voiture et c'est tout. Ou en autobus, mais encore une fois, il faut vraiment être motivé pour prendre 45 minutes d'autobus pour y aller. Toi, tu la classes où dans celle que tu as faite? Je pense que pour le partisan, le fait que tu aies le SkyTrain à la porte et que l'ambiance est quand même relativement bonne, je le mettrais en milieu de peloton. Il n'y a pas beaucoup de choses aux alentours non plus. Il n'y a pas de petits quartiers avec des petits bars. Il faut vraiment que tu montes et que tu ailles dans la Vélo Centre-Ville pour pouvoir avoir une expérience de divertissement. Ça se fait quand même bien à oui, pied. Là. Oui, absolument. C'est 5 ou 10 minutes. Ouais. Mais dans l'entourage immédiat de l'aréna, malheureusement, le coin ne se prête pas à ça. T'es pas en Nashville, mettons. Non, c'est ça. T'es pas au 501 Broadway en plein cœur de l'action. Cela dit... Ou à Montréal, remarque, on a oui. on a un excellent emplacement puis tout un choix aussi si on veut rester près de l'aréna à 1 minute et demie de marche. Là, cela dit, pour les moments que j'ai vécus là-bas, pour l'ambiance, la qualité du spectacle aussi, on a quand même réussi à trouver des façons d'innover au niveau de la présentation de match à Vancouver. Rappelez-vous de l'ancien Pacific Coliseum, qui maintenant est dans un quartier où tu sors pratiquement pas le soir à Vancouver parce que c'est vraiment un quartier... On ne se fera pas de cachette, de poche. Là. Il y a beaucoup de problèmes de drogue dans ce coin-là. Oui, effectivement. Je l'ai dit en début d'épisode, moi, j'ai pas vécu ça parce que dans Gastown, centre-ville, c'est un peu moins pire. Ouais. Mais effectivement, là, c'est de plus en plus reconnu qu'à Vancouver, il y a une grosse problématique de ça. Là. Un coup que tu traverses les ponts et que tu te retrouves sur l'île, c'est beaucoup mieux. Donc, l'atteindre, premièrement, prenez les transports en commun si vous devez y aller, parce que la circulation dans ce coin-là, près de l'heure des matchs, c'est le bordel. Si vous allez à des matchs le samedi, n'oubliez pas, il y a certains matchs, là, ça c'est de bonheur de travailler sur la côte ouest, qui sont à 16h, heure locale. C'est la première fois d'ailleurs, pendant que j'étais aux Jeux olympiques à Vancouver, que j'ai réussi à me prévoir quelque chose après le Super Bowl. Ça n'arrivait jamais. Là, le Super Bowl termine, il est 19h30, 20h. On s'est dit, bon, on a toute la soirée à nous. On n'avait pas de compétition le lendemain, nous. Alors, ça a donné une belle soirée. Mais juste pour le décalage horaire, moi, le sport dans l'Ouest, je trouve ça absolument merveilleux. J'implore mes patrons à chaque année que tant qu'à faire des matchs en studio, on devrait aller les faire à Las Vegas ou à Los Angeles. Au moins, nos soirées de travail seraient finies à 22h au plus tard, pas à 1h du matin. Donc, si vous avez le temps de faire l'expérience, allez-y. Allez-y pour le hockey. Et je vous conseille aussi, il y a d'autres sports. Le football canadien, bien sûr, à BC Place. Et il y a du baseball à Vancouver. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais les Canadiens de Vancouver sont une institution au baseball. Toi, t'en sais quelque chose dans ce coin-là? Là? Oui, mais du baseball des ligues mineures. Moi, je travaille avec des gens. Je fais la Coupe Canada de softball à Surrey à chaque année au début du mois de juillet. Et un de mes collègues est le marqueur officiel des Canadiens de Vancouver. C'est de la bonne balle. C'est sûr que le climat, on en parlait, là, c'est pas toujours évident à Vancouver. Beaucoup de pluie, surtout au début de l'été, la fin du printemps. Ouais. Mais il y a du bon calibre. C'est un beau stade, vieille école, un peu comme le stade de Canac. Je dirais. Ouais. Donc, on a gardé le charme d'antan. Ça vaut vraiment la peine. Si vous avez la bouffe, les microbrasseries, le café. Vancouver, c'est une ville très agréable aussi. Tu fais bien de le mentionner. Une belle ville de sport également. Pas trop loin de Seattle non plus. Si vous voulez faire ça aussi, je veux dire, il y a une façon d'aller voir du baseball à Seattle, d'aller voir de la NFL et d'aller voir, par exemple, les Canucks par la suite. C'était dans les plans de faire Seattle-Vancouver dans le même voyage. Malheureusement, ça n'a pas pu arriver pour moi. Maintenant que tu nous dis ça, il faut que je te pose la question parce que c'est le but de ce podcast. Ton building préféré dans la Ligue nationale? Oh, j'ai de la misère à passer à côté du T-Mobile Arena de Las Vegas. Ah oui, hein? C'est un endroit avec lequel je suis tombé en amour. Il m'est arrivé tellement de circonstances. Moi, j'étais là dans les premiers matchs préparatoires de la première année à Vegas. Et
c'est sûr qu'ils n'étaient pas tout à fait installés, mais la salle où on faisait manger les médias à l'époque était tout près des vestiaires. Je m'assois et qui s'assoit en avant de moi? Kelly McCrimmon, directeur général adjoint. Ah, ouais, je veux dire, c'est pas à Montréal que tu verrais ça Non. arriver au salon Jacques Beauchamp. Il y a une belle convivialité qui s'est installée entre cette équipe-là, ses partisans, la direction, et ça a rendu l'expérience très agréable. C'est très vaste, une belle sélection de nourriture, les coursives amples où les gens peuvent déambuler, l'emplacement tout près de la strip. Aller voir du hockey quand il fait 35 degrés dehors, c'est assez particulier. Là. Tu peux y aller en dogoune. mais honnêtement, j'ai adoré mon expérience puis j'ai hâte de retourner au T-Mobile Arena. J'ai hâte d'y retourner moi aussi pour voir du hockey. Lorsque j'y suis allé, les Golden Knights étaient là. On est en train de bâtir la Legion Stadium et c'est monstrueux ce building-là. Ça n'a aucun sens. Comment c'est gros. Donc, je vais absolument aller le visiter lui aussi. Et j'étais à Vegas la semaine passée. On a commencé la destruction du Tropicana. Ça se place bien. Hein, et la construction du nouveau stade de baseball. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, il faut qu'on y aille ensemble. On n'a pas le choix. Il faut aller voir de la balle là-bas. C'est en 2027. Oui. Puis on essaiera d'essayer de combiner ça avec le Grand Prix, quelque chose. Ah non, le Grand Prix arrive trop tard. Ouais, c'est au mois de novembre. On ira voir de la NFL ou du hockey à ce moment-là. Oui, le T-Mobile, tu me donnes encore plus le goût d'y aller. Et est-ce que j'ai le droit de te demander l'aréna que tu as le moins aimé dans la Ligue nationale? Ouf! Tu sais que moi, je suis éternellement politiquement correct. T'es pas obligé de répondre. Gilbert Delorme m'avait parlé des escaliers collants. Je connaissais la réponse déjà. C'est ça. Alors, l'organisation des sénateurs est incroyable, mais je pense que leur bâtisse est due pour être rénovée ou renouvelée. Ça serait bon d'en avoir une au centre-ville. Hein? Absolument. Honnêtement, j'y vais au mois de septembre pour un spectacle country. Et j'ai hâte de voir si c'est un petit peu mieux dans un spectacle country que d'aller voir du hockey là-bas. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup le chandail des sénateurs. Je pense qu'on a une très belle équipe. C'est une organisation toujours très gentille. Mais je pense que le building, avec un nouveau propriétaire, ça va bien se faire. Puis dans n'importe quel sport maintenant, si je te dis, Seb, on part toutes dépenses payées, on y va, je t'amène à aller voir un match, choisis ton sport, choisis ton moment, choisis ton stade, on va où? Mon coup de foudre à vie a été Wimbledon. Ah ouais, hein? Wimbledon, que j'ai visité en septembre, donc longtemps après le tournoi, pour le prestige. Tout est bien organisé, la circulation se fait bien. On nous a amenés dans les vestiaires, la salle de conférence, la salle de presse. Pour l'historique, ce serait Wimbledon. Et en Amérique du Nord, je garde un peu la même vibe, le Dodger Stadium à Los Angeles, où on est encore là, old school, bien préservé, tout à fait moderne. Écoute, moi, par les Olympiques, je suis devenu ami avec celui qui est l'organiste. Ben oui, je l'ai croisé à Los Angeles. Ouais. D'ailleurs, on a pris une photo pour toi. Dieter Rule. Et Dieter m'a invité avec ma famille à visiter des installations. C'était pas une journée de match. Et tu entres dans les bureaux de l'administration, tout est à air ouverte. Là. Tu arrives au niveau de la galerie de presse où il n'y a pas de vitre en avant. Les gens travaillent dans les bureaux, vont dîner sur la galerie de presse avec vue sur le terrain, en profitant du soleil qui frappe. Incroyable. La salle des médias est extraordinaire. L'ambiance est magnifique. Et on a réussi à garder le cachet de l'arrivée des Dodgers sur la côte ouest de la fin des années 50, début des années 60, et à continuer à perpétuer ça, même avec tout l'avancement de la technologie. Tu entres là et tu te dis, ça fait vieux baseball, un peu comme le Fenway Park, un peu comme le Wrigley Field. Mais à Los Angeles, tu ne peux pas battre ça. Dieter, tellement gentil. Il a pris le temps parce qu'il savait qu'on était amis. Tu lui avais envoyé un message. Oui. Moi, je ne voulais pas aller le déranger. Et à un certain moment donné, je jasais avec un Québécois. Je ne peux pas parler de lui parce qu'il travaille pour la Ligue nationale, mais je suis pas mal sûr que tu le connais. J'étais en train de discuter avec lui et ça me tape sur l'épaule. Ça dit Vous êtes Greg? Je dis oui. Je suis Dieter Rule, l'ami de Sébastien. Et il m'a parlé en français. Il a fait l'effort de me parler en français. Un chic type, un excellent musicien également. Tu sais, de faire ça pour les Kings, les Lakers et les Dodgers également. Je veux dire, je pense que tu trônes pas mal au top des organismes dans le monde sportif. Et d'avoir des amis comme ça peut créer des moments incroyables comme ça. Là. Absolument. Puis je le salue si jamais il écoute ce podcast-là un jour. Ben, on va lui envoyer. Absolument. Seb, merci d'être passé dans les visiteurs. C'est tellement apprécié. C'est pas la dernière fois. Je te le dis, c'est déjà fait. On l'a dit sur caméra. Je te ramène pour
pour l'épisode sur le Centre Bell. Merci encore une fois de nous partager ces riches anecdotes-là et ces beaux souvenirs. Toujours un plaisir, Greg. Salut, mon chum. Salut. Les Visiteurs, le podcast. Je parlais du design tantôt, puis avant qu'on aille sur l'ambiance, je dois vous dire quelque chose que je dois donner, par contre, au Rogers Arena, puis qu'on fait très bien avec les Canucks. Puis ça, c'est un bon lien avec ce qui s'en vient aussi, mais c'est le lien avec la communauté. T'sais, on se sent vraiment à Vancouver. On n'a pas l'impression... Et là, je vous donne peut-être un petit... Et vous savez que j'aime ça. Non, je ne vous donnerai pas de divulgacheur pour le restant de la saison, par exemple, mais... Par exemple, si on revient sur le dernier épisode de Nashville, vous savez que j'aime ça avoir une saveur locale. Minnesota, c'est la même chose. Et on l'a vraiment avec les Canucks de Vancouver. Et on l'a aussi avec la boutique de l'équipe. Vous savez que la marque Lululemon, ça a été fondé à Vancouver. Bien, il y a un mur complet d'équipements, de merch, de tout ce que vous voudrez, qui est fait avec Lululemon directement. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. La boutique de l'équipe est complètement folle, sur 2 étages. J'ai pas vu ça beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, honnêtement. Alors, je dois donner un gros thumbs up, un pouce en l'air, pardon, un gros encouragement et une bonne note pour ça. La boutique de l'équipe en soi n'est pas une note, mais je sais que ça vient dans le design aussi. Et probablement que, oui, je sais que ma note n'est pas très forte à 2,8, mais elle aurait été un petit peu plus basse que ça si ce n'était pas de la boutique de l'équipe. Alors, je voulais simplement ajouter avec ça. L'ambiance. On est gros fans de hockey. Vous l'avez entendu avec Alex Burrows. On est gros fans de hockey. Il y avait un chanteur country qui était là. C'était Country Night quand j'étais là. Puis je pense que les gens l'ont beaucoup apprécié. Ils sont arrivés avec des chapeaux de cowboy, notamment. Chanteur country qui est venu faire un petit spectacle dans les deux entractes. Trouve ça le fun. Mais encore une fois, tu sais, tu rentres sur du AC/DC. Il n'y a pas cette originalité-là ou cette saveur-là qu'on met dans l'ambiance pour aller pousser dans les estrades. Par exemple, les animations de foule ou tout le reste. Il y a des fans qui, eux autres, en soi, le font par eux-mêmes. Ça, j'ai trouvé ça super le fun. Donc, je vais avec un 4 sur 5 au niveau de l'ambiance au Rogers Arena. Moi, c'était un match contre les Kings. C'était pas super plein, mais il y avait quand même une très, très bonne ambiance. Il y avait beaucoup de fans des Kings. Ça, j'ai été très surpris. Je savais pas qu'il y avait autant de fans des Kings à Vancouver. Peut-être qu'on a volé de Los Angeles. Peut-être que les vols sont moins chers, je sais pas. Mais encore là, pourquoi qu'on volerait un mercredi soir pour aller à Vancouver quand on a la belle température de Los Angeles par la fin du mois de février? Alors, 4 sur 5. Bravo pour les efforts d'inviter des artistes. Bravo à la foule d'être aussi passionnée. En même temps, je vous le dis, c'est du monde de party. T'sais, en première période, de voir déjà du monde éméché dans le niveau inférieur où est-ce que j'étais, et voir le personnel qui sort la mop souvent pour aller mopper le plancher parce qu'on a soit renversé une bière. Je pense qu'il y en a même un qui a été malade, pas trop loin de nous autres aussi. Alors, tu sais, des dégâts comme ça. Puis j'ai vu, je vous le dis, du monde bien magané un mercredi soir. Fait que je sais pas s'il y avait quelque chose de spécial qui se passait là. Je pense pas. C'était pas une fête nationale ou quoi que ce soit. Alors, somme toute, un bel effort, mais je pense qu'on pourrait être mieux puis se rapprocher d'un petit quelque chose, un meilleur effort au niveau animation de foule. Je pense que ça, et peut-être que dans un building plus neuf aussi, ça aiderait. Mais ça, peut-être que je suis complètement dans le champ quand je vous dis ça. Maintenant, la bouffe. Encore là, il y a des bons efforts, puis il y en a des moins bons. C'est-à-dire, on a... tu peux avoir de tout dans cette arène-là. Tu peux manger des fruits de mer. Il y a une espèce de steakhouse qui s'appelle Carve qui vous sert des
des sandwichs au roast beef. Tu peux avoir des espèces de sandwichs, des burgers évolués, tout ce que tu voudras. Ce qui rend pour moi l'offre intéressante. L'offre, c'est une chose. L'exécution en est un autre aussi, hein, n'est-ce pas? Quand je paye 25 $ pour un sandwich avec des chips, les chips faites maison, j'ai trouvé ça intéressant. Mais avec le sandwich, le bœuf est très froid dedans. C'est supposé être chaud. Tu sais, c'est un comme tiède, mettons. Et qu'il n'y a pas de goût, puis qu'il y a beaucoup de gras dans la viande. Tu comprends? C'est un petit peu décevant pour moi. Puis je ne l'ai même pas fini, honnêtement. J'ai pris 2-3 bouchées. J'ai essayé de manger un peu de viande. Puis je me suis dit, bon, ben finalement, j'ai tout jeté ça aux poubelles. Puis je suis allé m'acheter un hot dog. Là, je vous rappelle au début de l'épisode que je vous dis, pourquoi pas aller acheter des hot dogs du Costco à côté à 2$ le hot dog? Ben, on a réussi à faire des hot dogs qui sont pas mal plus haut de gamme, qui sont pas mal plus poussés. Puis ça, j'ai adoré cette... En fait, j'ai adoré mon hot dog là-bas. Puis ça, vous pouvez voir sur les médias sociaux, mon fameux food review que j'ai fait là-bas. Et là, je vous trouve le nom tout de suite. C'est le Steamers Canucks Approve Hot Dog. Moi, celui que j'ai choisi, vous le savez encore une fois, gros fan de barbecue. Un hot dog avec du pulled pork, par-dessus la saucisse, un petit peu de fromage, de la salade de choux même là-dedans. C'était excellent. Là, l'exécution était bonne. Une affaire que j'ai bien aimée aussi, c'est pas tous les jours, c'est pas dans tous les arénas de la Ligue nationale que tu peux trouver des fameuses peanuts. Tu sais, regarder du sport en mangeant des peanuts comme tu le fais au football, comme tu le fais au baseball, mais pourquoi pas l'avoir au hockey? Et tu peux le faire avec des bières de microbrasserie locale à 10 $. Ça, honnêtement, ça rajoute des solides points. Alors, dans ce que moi j'ai essayé, de ce que j'ai vu, de la diversité et tout le reste, je vais y aller avec un 4/5 pour la bouffe au Rogers Arena. Au moins qu'on fasse l'effort d'avoir des restos locaux qui sont là et qu'on nous donne une bonne offre. Il faut améliorer encore une fois l'exécution, il faut améliorer cette bouffe-là parce que si tu payes cher pour un sandwich un peu plus haut de gamme, il faut que ça soit bon. Mais en gros, un 4/5, ce qui est quand même pas si pire. Et maintenant, les prix, ben là aussi, je vais y aller avec un 4/5. Les billets, c'est pas donné pour aller voir les Canucks. Il y a une popularité avec cette équipe-là qui est encore très, très bonne. Des solides joueurs. Quinn Hughes, notamment, qui est là. Et Elias Pettersson, qui mène cette équipe-là. Mais je pourrais mettre Bo Horvat là-dedans. Je pourrais en mettre plein. Mais bref, on a cette popularité-là. Puis Alex Burrows le disait, il y a eu comme quelque chose comme 400 matchs sold out de suite. Alors, je pense qu'on surfe encore là-dessus un petit peu. Mais au niveau de la bouffe, on est capable d'aller chercher des prix qui ont de l'allure. Pour moi, tu offres une bière locale à 10 $. C'est peut-être pour ça, remarque, que les gens étaient un petit peu éméchés dans les estrades, rendus même en première période, dans les gradins. Alors, 4/5 au niveau des prix. Et je pense qu'on est conscient de notre environnement aussi. C'est moins cher qu'à Edmonton, moins cher qu'au Centre Bell, moins cher qu'à Los Angeles. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant à ce moment-là. Puis là-bas, je vous dis, moi, mon sandwich a coûté cher, mais t'en as qui sont beaucoup moins chers. Et on ne cherche pas des prix de fou pour aussi, les petits à côté. Là. Par exemple, un sac d'M&M ou plein d'autres trucs que je me suis acheté comme ça. Mais donc, très intéressant. 4/5 au niveau des prix. Un bel effort à ce niveau-là. Alors, appréciation, non pas l'appréciation, note finale pour le Rogers Arena. Emplacement 5/5, très facile. Design 2.8, c'est là que le bas blesse pas mal. L'ambiance 4/5, des fans très passionnés. La bouffe, un autre 4/5, un bel effort qu'on pourrait améliorer. Et les prix qui sont 4/5 également. Alors tout ça, ça nous donne sur 100 une note de 79.2, ce qui la met au deuxième pire rang de notre évaluation objective le plus possible de cette saison 1 des visiteurs. 79.2. C'est sûr que cet emplacement-là aide beaucoup à la note. Et voilà. J'espère que vous allez apprécier, c'est-à-dire apprécier cet épisode-là. T'es-moi au courant? Envoyez-moi des commentaires, des messages. Si vous êtes allés à Vancouver, ça sera un grand plaisir de jaser avec vous autres. Et si vous voulez y aller, ben, vous envoyez quelques adresses également.
Merci encore une fois à billet.ca d'avoir propulsé cet épisode et de nous avoir trouvé des excellents billets aussi. Merci à Alex Burrows, merci à Sébastien Goulet, à Pierre-Alexandre Girard au montage et à tout ce qu'on peut faire, la production de cette émission. Là, on n'a pas d'autres remerciements à faire cette fois-ci. Merci à vous surtout d'être à l'écoute, aussi nombreux. Et on se reparle dans un autre épisode, dans une autre destination des visiteurs.